Nous allons commencer cette réunion. Et ce matin, vous avez le programme donc, qui a été développé. On va commencer, on connaît le thème, mais la réunion est organisée par 3 associations et 3 de ses responsables vont ouvrir le débat. Et moi, dans cette présidence, je vais surtout essayer d'organiser le débat s'il y en a un. Et je me réserve d'intervenir cet après-midi puisque je vois que je fais partie de la table ronde. Alors, je donne tout de suite la parole à Boris Adjenian pour la revue arménienne des questions contemporaines. Bonjour, donc au nom du comité de rédaction donc, de cette revue, la revue arménienne des questions contemporaines, je veux remercier tout d'abord Gilles Manceron et Emmanuel Naquet de la Ligue des droits de l'homme de nous avoir proposé l'organisation en commun de cette journée d'études, ainsi que nos collègues du CVUH qui ont bien voulu s'y associer, et puis également l'UGAB pour son soutien. Alors cette journée d'études fait suite à plusieurs publications récentes, dont le dernier numéro de notre revue dont je peux vous parler, qui présente un dossier sur les débats et les enjeux autour de la demande d'une législation relative à la pénalisation de la contestation des génocides. Donc je fais référence en particulier, bien sûr, à la loi Boyer, et c'est la controverse qui s'est développée autour de cette loi qui nous a donné l'idée de réaliser ce dossier thématique. Controverse autour de l'adoption de la loi au Parlement, autour de son rejet par le Conseil constitutionnel donc au début de l'année 2012, et puis controverse qui avait aussi été alimentée par les déclarations d'intention de certains candidats pendant la campagne de l'élection présidentielle, ainsi que un peu avant déjà, depuis le voyage de l'ancien président de la République en Arménie, où il avait déclaré son intention de recourir à la loi pour réprimer la négation du génocide des Arméniens. On a donc beaucoup parlé du génocide des Arméniens, on pourrait dire presque de manière inhabituelle, en 2011 et 2012, mais nous sommes plusieurs à en être ressortis avec l'impression un peu désagréable qu'il y avait eu beaucoup de simplifications dans les prises de position des uns et des autres, et qu'il manquait à tout cela un effort de clarification et d'explication. Et il est évident que pour expliquer les controverses récentes, il faut regarder aussi, bien sûr, en arrière, non seulement en matière législative, mais aussi dans les débats qui ont divisé les juristes, les historiens, les acteurs politiques, et puis au sens large, les citoyens, leurs associations, etc. En particulier depuis le tournant de l'année 2005, année qui constitue donc un tournant dans ce qu'on a appelé la controverse autour des lois mémorielles. Alors c'est cet effort de clarification, d'explication, de contextualisation que nous avons essayé de faire, et c'est ce que certains des intervenants de cette journée vont également avoir la possibilité de faire devant vous. Il importe, à mes yeux, de souligner que dans les contributeurs de ce dossier de la revue arménienne des questions contemporaines ne partageaient et ne partagent toujours pas forcément le même avis, la même opinion quant à l'opportunité ou l'inopportunité d'une législation réprimant la négation des génocides, et en particulier du génocide arménien. Et nous avons voulu vraiment sortir de la controverse, remettre à plat le débat qui existait entre les historiens et qui n'était pas toujours perceptible par le grand public, tant on avait l'idée que l'image que les historiens parlaient d'une voix finalement assez monocorde, et puis débat également qu'il a fallu remettre à plat entre les juristes. Et puis, non seulement ce débat, mais aussi les enjeux du débat, notamment des enjeux politiques, enjeux qui excèdent largement la seule question du génocide arménien. Notamment, il y a un article dans la revue qui donne une ouverture, une réflexion sur les enjeux par rapport au cas rwandais. Et puis, donc, le but était de faire entendre la diversité des points de vue en aidant à comprendre cette diversité et non pas en s'en tenant à des oppositions radicales et souvent caricaturales. Il y a donc, à mon sens, la place vraiment pour un effort pédagogique et puis la place pour un débat, un véritable débat qui a souvent manqué dans l'année qui s'est écoulée. Alors c'est ce souci de pédagogie et de débat que reflète, je crois, la composition du programme des interventions et des intervenants de cette journée d'études.
et notamment de la table ronde qui va se dérouler cet après-midi. Et je vous souhaite donc une excellente journée d'études. Et je passe la parole à notre collègue Gilles Manceron. Oui, au nom d'Emmanuel Naquet et de moi-même, donc, qui animons ce groupe de travail de la Ligue des droits de l'homme qui a pour objet, qui s'intitule Mémoire, Histoire, Archives. Je voudrais préciser un petit peu l'historique, si je puis dire, de la gestation et de la genèse de cette journée. La question du rôle des lois dans le domaine de l'histoire est une de celles sur lesquelles le groupe de travail en question de la Ligue des droits de l'homme a travaillé depuis son origine. Et son origine remonte à un colloque sur le centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus que nous avions organisé et publié sur le thème « Être Dreyfusard hier et aujourd'hui », c'est-à-dire l'histoire de l'affaire Dreyfus et la postérité du dreyfusisme. C'était l'objet de cette réflexion et de cette rencontre. Et au-delà de celle-ci, nous avons donc continué à travailler, notamment dans le cadre de ces polémiques que Boris Adjeman vient de rappeler, qui se sont déclenchées dans l'année 2005, autour de la loi du 23 février 2005 sur les aspects positifs de la colonisation, et d'autres polémiques qui l'ont marqué cette année 2005, à la fin de cette année, avec notamment cette initiative intitulée Liberté pour l'Histoire en décembre 2005, qui rejetait en bloc tout ce qu'elle qualifiait de loi mémorielle. Je mets des guillemets quand j'emploie l'expression, parce que c'est donc une catégorie qui elle-même peut tout à fait être mise en cause et considérée comme discutable. En ce qui nous concerne, dans ce groupe de travail, nous n'avons pas souscrit à justement cette dénonciation en bloc des lois mémorielles. On y reviendra au cours de cette journée, et Henri Leclerc en particulier, qui avait participé au moment de l'élaboration de la loi Guesso à un certain nombre de démarches et de questionnements. Nous n'avons pas souscrit, malgré ces interrogations, à cette critique globale des lois mémorielles. Et on a eu l'occasion, Emmanuel Naquet et moi-même, de développer notre point de vue dans cet ouvrage collectif qui se trouve là aussi, qui est issu d'un colloque organisé au barreau de Paris par Bertrand Favreau et qui a été publié donc depuis. On n'a pas souscrit donc à cette critique des lois mémorielles. On était en revanche beaucoup plus intéressé par la démarche d'un autre pôle de réflexion, si je puis dire, apparu dans l'année 2005, qui est le CVUH, le Comité de vigilance sur les usages publics de l'histoire, dont Gérard Noiriel est un des cofondateurs, avec Nicolas Offenstadt qui devait participer à la table ronde, et puis au dernier moment, il n'a pas pu, ce qui est aussi un historien de la guerre de 14, par ailleurs, et Michel Riot-Sarcey. Donc ils avaient fondé le CVUH qui s'interrogeait sur les rapports entre la politique et l'histoire, si je peux faire bref, mais tu préciseras beaucoup mieux que moi l'objectif et le but du CVUH, dont Anne Jolet, qui en est vice-présidente, fera les conclusions de cette journée en fin d'après-midi. Bon, donc c'est par l'intermédiaire du CVUH qu'on a eu connaissance de la revue de Boris Adjeman, si je puis dire, la revue arménienne des questions contemporaines, publiée par la bibliothèque Nubar et l'UGAB. Et donc, ayant eu connaissance de cette revue, on a trouvé que c'était intéressant et justement qu'il y avait un effort de réflexion au-delà d'un certain nombre de choses qui parfois nous apparaissaient très simplistes dans le débat public. Et on a donc souhaité prendre contact et réfléchir à une journée d'études que nous organisons donc avec trois partenaires, si je puis dire. Alors, on s'était intéressé au groupe de travail qu'on anime avec Emmanuel Naquet à la Ligue des droits de l'homme, à d'autres questions d'histoire, si je puis dire, relatives aux histoires, à l'histoire, aux mémoires et aux archives. La légitimité de la Maison de l'Histoire de France, par exemple. On avait travaillé sur ce sujet.
la question de la justice militaire pendant la Grande Guerre et de ce qui reste à faire pour la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple de 14-18, la question des solidarités dans la France occupée qui ont pris la forme de secours aux enfants, de solidarité, de secours et de ce que l'on appelle parfois de manière aussi discutable le phénomène des justes ou des enfants cachés. Mais bon, c'est un phénomène tout à fait intéressant aussi à approfondir et dont la mémoire peut être légitime à perpétuer. Et puis, on va aussi continuer à travailler sur une question comme celle de l'accès aux archives, qui se pose particulièrement pour les archives de la guerre d'Algérie. Et on a donc mis en chantier une réflexion sur ce sujet-là par rapport à la loi actuelle et par rapport au fonctionnement des institutions d'archives. Bon, alors, sur le thème de cette journée, suite à cette découverte, si je puis dire, de la revue et de son dossier et du caractère très, très riche des échanges et des contributions qu'il contient, on a souhaité réunir certains intervenants de ce dossier, il y en aura plusieurs, hein, Raymond Kevorkian, il y a un texte de Jean-Pierre Chrétien aussi, et Michel Marian, qui ont écrit dans ce dossier. Et puis, on a souhaité aussi avancer, poser le problème de la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître ce fait historique majeur qui ouvre le XXe siècle et qui est le premier génocide du siècle, annonciateur malheureusement d'autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire connaître? Et puis poser le problème, comme l'a dit Boris Adjemian, de l'opportunité ou de l'inopportunité d'une loi de pénalisation de la négation. Voilà, c'est un peu ça l'objet de la journée et les sujets que nous souhaitons aborder. Mais sur le CVUH, Gérard Noiriel est beaucoup mieux placé pour en parler. Merci. Bien, bonjour à tous. Effectivement, donc j'ai été l'un des fondateurs du CVUH, mais maintenant, après avoir été président pendant 2 ans de ce comité, j'ai réintégré la base selon les principes d'une saine démocratie. Donc je ne parle pas ici au nom du comité, mais simplement en tant que membre du comité. Mais Gilles a très bien rappelé les circonstances qui nous ont amenés à créer ce comité de vigilance. C'est donc en 2005 et par rapport donc à une loi qui voulait obliger les enseignants d'histoire à présenter les aspects positifs de la colonisation. Donc nous nous sommes mobilisés, nous avons été les premiers à nous mobiliser, je le dis par rapport à Liberté sur l'Histoire, parce qu'à l'époque, au mois de mars, il y avait guère que la Ligue des droits de l'homme, on te rappelle quand on avait fait qui nous soutenait, y compris d'ailleurs du côté des partis, etc. Enfin, ça ne suscitait aucun intérêt, parce que ça nous semblait extrêmement dangereux. Avec des raisons qui pouvaient être diverses. Des points, bon, je ne vais pas parler très longtemps, mais il peut y avoir aussi des sensibilités différentes parmi les historiens qui sont, je dirais, engagés du même côté. Moi, je sais que l'une des choses qui me préoccupe beaucoup, qui est liée aussi à ma jeunesse militante, qui a été marquée beaucoup par la question du stalinisme, c'est justement l'usage politique qui peut être fait de la recherche scientifique, on pourrait dire, historique. Et là, il me semblait qu'avec cette loi de 2005 qui voulait obliger les enseignants à présenter les aspects positifs de la colonisation, on franchissait une limite qui est justement le respect de l'autonomie de l'enseignement et de la recherche. Et pour moi, le propre de la recherche historique en tant que science, ce n'est pas de dénoncer des jugements de valeur, c'est de donner des explications de processus historiques, libre après aux citoyens de se les approprier pour se faire leur propre jugement. Et là, donc, nous touchons à un problème qui est fondamental,
qui est celui de la séparation entre l'histoire et la mémoire. C'est cette notion de Marc Bloch appelait ça la manie du jugement. Moi, je pense que la manie du jugement, c'est un défaut chez les historiens, chez les chercheurs. Mais ce n'est pas un défaut, évidemment, quand on est engagé dans des luttes mémorielles, parce que c'est le propre aussi de la mémoire, de trancher. Donc, il y a cette distinction qu'on doit faire. Et je dirais qu'en tant qu'historien, je dirais engagé, on est forcément toujours sur vous voyez, le fil du rasoir. Et ce que l'on constate, c'est qu'à l'intérieur de notre profession, ceux qui accèdent à des positions les plus élevées, les plus mondaines, on pourrait dire, eh bien, ont tendance toujours à basculer du côté des jugements de valeur, et ces jugements de valeur vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire, ils vont conforter une certaine représentation de l'identité nationale. C'est le propre d'une institution comme l'Académie française, si vous voulez. Or, le rêve d'un certain nombre de nos collègues, c'est de finir à l'Académie française. Je veux dire, l'Académie française, en l'occurrence, quand on fait son histoire, on s'aperçoit qu'elle a contribué quand même à légitimer des causes qui ne sont pas celles que nous avons envie de défendre. Donc, on s'est retrouvé, je dirais, confronté à cette question dans laquelle, nous, ce qui nous semblait évidemment problématique, c'est l'intervention du pouvoir politique pour dire aux enseignants ce qu'ils devaient faire, dans le sens de prononcer des jugements. Et on a vu donc une opération se construire dans les mois qui suivent, qui a abouti à inventer ce pseudo-concept de loi mémorielle. Et sous l'égide de deux historiens membres de l'Académie française, René Raymond, aujourd'hui décédé, et Pierre Nora. Bon. Et donc, c'est, comment dirais-je, moi je suis assez admiratif, notamment à l'égard de Pierre Nora, que je connais assez bien, parce que c'est quand même des gens qui ont tout un art aussi de la présentation des choses et de l'engagement, je dirais. Donc, cette opération qui a visé à mettre sur le même plan des engagements, je dirais, mémoriels qui étaient extrêmement différents. Enfin, je veux dire, entre justement l'engagement pour pénaliser ceux qui nient la Shoah ou ceux qui nient le génocide arménien et la question de l'apologie de la colonisation, comment peut-on mettre ça dans le même sac? Enfin, d'un point de vue citoyen, c'est complètement bon. Mais l'opération, vous voyez, était montée et elle a été montée au nom de grandes valeurs. C'est une caractéristique de Pierre Nora depuis le début. J'ai analysé ça dans un livre d'ailleurs, comment la revue Le Débat avait été construite comme une opération visant à célébrer la liberté de l'intellectuel, etc. Donc il y a toujours des causes qui en partie sont aussi justes. C'est ça qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a des éléments de vérité. C'est pour ça que ça peut avoir un impact aussi. Parce que l'entreprise, bien soutenue par les médias, a eu un grand impact, notamment auprès des enseignants, en disant oui, on en a marre. On nous met des lois comme ça sans arrêt. On est bon, vous voyez. Et là, il y a eu, à mon sens, mais là, il peut y avoir des points de vue différents. Un point tout à fait important dans les formes de défense, c'est défendre, je dirais, distinguer donc la dimension de la recherche historique, c'est-à-dire qu'un historien, eh bien, il doit faire des recherches sur des aspects du passé déjà autour d'un problème scientifique. C'est la notion de problème. La notion de problème, elle n'est pas équivalente à la notion de cause. Quand on demande à nos étudiants de faire des thèses, on leur dit quel est votre problème. Un étudiant qui fait une thèse en histoire, il ne peut pas se contenter de dire je vais démontrer l'inanité de la loi ou dire qu'il faut faire ceci ou faire cela. On lui dirait non, ce n'est pas un sujet scientifique. Donc il y a ce principe-là qui est souvent perdu de vue, qui me semble important de rappeler pour défendre l'autonomie, parce que c'est aussi une dimension de l'esprit critique et c'est aussi une manière après d'aider les gens qui sont engagés dans la défense d'une cause, d'enrichir leurs problématiques. Donc ce que je dis là, ça ne vaut pas seulement pour ceux qui vont utiliser l'histoire pour cautionner, disons, des points de vue globalement, ce qu'on appelle dominants ou correspondant à ce qu'attend le pouvoir politique. C'est aussi rappeler l'exigence d'autonomie de la réflexion historienne en tant que science sociale. C'est aussi une manière d'enrichir la réflexion des militants.
Hein, et ça, je faisais le rapport tout à l'heure avec le stalinisme, c'est aussi une chose qui nous avait beaucoup marqué, c'est justement l'obligation qui était faite à l'époque par le pouvoir stalinien d'obliger les intellectuels ou les chercheurs à cautionner telle ou telle ligne, a été finalement l'une des causes de l'effondrement du mouvement ouvrier, parce qu'un certain nombre d'analyses n'ont pas été faites à ce moment-là, d'analyses critiques qui auraient permis aussi au mouvement de progresser. Donc je pense, c'est pour ça que je tenais absolument à apporter mon soutien à cette journée, bien que je ne sois pas spécialiste de la question, parce que et je pense que c'est tout à l'honneur de la Ligue, et on aimerait bien, soit dit en passant, que toutes les associations de ce point de vue-là puissent avoir la même réflexion. J'évoquerai aussi tout le débat qu'il y a eu récemment, la polémique sur le racisme anti-blanc, etc. Enfin bon, on voit parfois un défaut de réflexion, de défaut d'analyse, parce que les passions vont l'emporter. Or, je pense que voilà, l'action aussi militante, associative, syndicale, nécessite aussi la connaissance. Même si parfois la connaissance ne va pas aller forcément dans le sens de ce qu'on voudrait a priori. C'est pour ça que je trouve très importante cette journée qui peut permettre aussi sur des sujets sensibles de sortir des caricatures et donc d'apporter des éléments de réflexion qui permettront ensuite à tout le monde de mieux s'orienter. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Nous allons commencer maintenant, après l'exposé des raisons profondes de la journée, nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet, puisqu'en définitive, nous avons pris sur un problème général et sur un problème de principe qui est celui des rapports entre la loi et l'histoire, et éventuellement la justice, nous avons pris un exemple qui est évidemment un exemple immédiat, présent, difficile, posant problème, qui est l'exemple arménien. Et je vais d'ailleurs tout de suite donner la parole. Donc, vous avez vu que ce matin, nous avions un certain nombre d'interventions, quelques autres cet après-midi, avec une table ronde assez large. Je donne la parole à Raymond Kevorkian pour le rapport historiographique sur les massacres des Arméniens et leur qualification. Bien, c'est un vaste sujet. Je pourrais vous faire un tour d'horizon rapide de cette évolution de l'historiographie. Sur le plan international, vu sous l'angle de la Turquie, vu sous l'angle arménien. Pour simplifier, on pourrait dire que jusqu'à la fin des années 70, pour l'essentiel, ce sont les publications qui ont immédiatement suivi le génocide des Arméniens, qui perdurent et qui sont rééditées assez régulièrement. On peut parler de journalistes comme Henri Barby, le travail de Arnold Toynbee, bien évidemment, qui a été le premier à cerner très rapidement, presque à chaud, le phénomène général, la mécanique générale de ces violences. Ce qui me paraît en fait essentiel de souligner ici, c'est les grands progrès qu'on a faits, c'est là-dessus que je veux me concentrer, au cours de ces 20-25 dernières années. Alors en premier lieu, en termes de documentation, d'archives, là on a plusieurs types d'archives, chacune nous apporte une contribution particulière. On a beaucoup insisté sur les archives diplomatiques. Alors en premier lieu, les archives, évidemment, des pays alliés de l'Empire ottoman, en particulier de l'Allemagne. Malheureusement, pour l'Allemagne, nous disposons uniquement des archives du ministère des Affaires étrangères et non pas celles du ministère de la Guerre. Et c'est bien dommage, puisque les Allemands étaient quasiment à la tête de l'état-major ottoman pendant la Première Guerre. Et on n'a que des bribes, en fait, de ces matériaux qui se trouvent aux affaires étrangères à Berlin, puisque les archives de la guerre allemande étaient à Fribourg et elles ont été détruites en 1944 avec des bombardements britanniques et américains. Donc ces archives allemandes, on les a connues très longtemps avec un seul ouvrage d'un missionnaire allemand, Lepsius. Ces archives avaient été épurées
ces archives ont été publiées en 1919 à Potsdam. Donc Lepsus a eu accès à ces archives, mais bien évidemment, il est clair que des conditions avaient été mises, et il avait épuré en gros tout ce qui avait trait au positionnement allemand par rapport à ces violences. En gros, il a gommé une forme de responsabilité allemande dans ces violences. Donc c'était à usage interne allemand, mais ça apportait déjà, compte tenu de la proximité entre jeunes Turcs et Allemands, ça apportait déjà des informations considérables. Le deuxième fonds important diplomatique, il n'est pas tant, il y a les archives austro-hongroises, mais qui sont presque accessoires. Ce sont les archives d'un pays neutre qui était les États-Unis. Là, il y a deux types. Il y a les matériaux directement politiques, c'est-à-dire liés à l'ambassade de Morgenthau, au début en tout cas, à Constantinople. Et puis surtout, les archives consulaires. Alors, j'insiste sur ces archives consulaires qui sont restées longtemps enterrées. On connaissait quasiment que le témoignage de Morgenthau. Ces archives consulaires nous permettent d'accéder à un niveau d'observation micro-historique qui est absolument indispensable. C'est-à-dire, on peut faire des études régionales. Et là, il faut souligner le travail remarquable fait par un historien britannique qui s'appelle Ara Sarafian, qui a publié donc ces matériaux américains de manière assez remarquable. Donc, concernant toujours les archives, il y a évidemment les archives turques. Alors, on en a beaucoup parlé. Vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté d'accéder à certains fonds d'archives. Alors, concernant les archives ottomanes, qui sont conservées donc dans les archives du Premier ministre à Istanbul aujourd'hui, il y a eu des progrès assez remarquables au cours de ces 15 dernières années. Au début, ça relevait du discours. Maintenant, c'est une réalité objective. Le tournant a été l'ouverture en 2005 des archives du directorat pour les tribus et les émigrés. Alors, derrière ce titre, en fait, se dissimule l'organisme qui a administrativement organisé la déportation et l'élimination des Arméniens. Donc, avec ces archives, on dispose d'un outil remarquable pour préciser la chronologie des événements et voir en fait les prises de décision administratives de la direction du Parti jeune turc à partir de 1915. Parmi les nouveautés, les dernières nouveautés, il y a les correspondances entre les valides, les gouverneurs de province et le ministère de l'Intérieur, donc le bras armé, celui qui a véritablement coordonné ces violences, Talat Bey qui va devenir pacha en 1917. Là, on atteint des niveaux de compréhension intéressants. Je vais vous prendre un exemple concret. Un collègue de Turquie, Ayhan Akhtar, a publié récemment une étude sur la correspondance entre le docteur Rechid, qui était gouverneur du vilayet de Diyarbakır, et Talat Bey. Et on y découvre, par exemple, un courrier qui date de début mars 1915, avant les prises de décision d'extermination et non plus de déportation. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le courrier ? Il demande à Rechid de quitter son poste à Mossoul pour venir à Diyarbakır. Et il dit, il ne s'agit pas d'un caprice de ma part, mais c'est un intérêt supérieur de l'État, je cite assez exactement, qui l'exige. Ça va être le gouverneur sans doute le plus extrémiste dans la mise en œuvre de ces violences. Donc, il y a des progrès à attendre des archives ottomanes dans les prochaines années. Les archives du Premier ministre ont également publié, au cours depuis 1994 en fait, des corpus de matériaux d'archives
censé démontrer que c'était en quelque sorte une entreprise destinée à préserver la sécurité de l'État ottoman qui avait été prise. Dans les faits, les quelques spécialistes que nous sommes à travailler sur ces questions ont été absolument enchantés quand ils ont eu à disposition ces corpus publiés, car c'est la meilleure démonstration possible de ce qui s'est produit. On a tous les détails et ça nous permet même de préciser des points d'histoire qui nous avaient échappé. La raison en est très simple, et je le dis en toute simplicité. La conviction était telle en Turquie dans les années 90 qu'il n'y avait rien eu, qu'en fait il n'y avait aucun spécialiste. Voilà. C'est plus vrai aujourd'hui, mais dans les années 90, il n'y avait aucun spécialiste et ils n'ont même pas mesuré l'importance des documents qui mettaient à notre disposition. Et ils nous donnent tous les éléments clés de prise de décision et de gestion au quotidien de ces déportés. Il y manque juste la dimension violente, et forcément elle ne pouvait pas être dans ces archives, puisque cette dimension violente, c'est-à-dire la mise en œuvre de la destruction physique de ces populations, elle était réservée à un groupe spécialisé paramilitaire, l'organisation spéciale, le Teşkilat Mahsusa, qui avait un fonctionnement totalement indépendant, qui était directement attaché au comité central jeune turc. À ce sujet, on a aussi beaucoup progressé. Vakın Dadorian a été le premier à déblayer ce terrain, mais il y a à présent des nouveautés. Ce sont les seules archives dont officiellement, jusqu'à il y a 3 ans, on ignorait l'existence. On pensait que les archives de l'organisation spéciale avaient été détruites. Or, on découvre, et je pense que c'est un petit peu à l'image de la Turquie, on a découvert, grâce à la fille d'un colonel qui a fait un Master 2 avec un de nos collègues d'Istanbul, que ces archives du Teşkilat Mahsusa existent bien, mais elles sont à Ankara et elles sont directement sous l'autorité de l'état-major. Bon, c'est la vieille tradition militariste de toutes les premières décennies de l'Empire ottoman qui explique cela. Ce sont Alors évidemment, ce master ne donnait rien de fondamental, mais ça nous a permis en fait de découvrir concrètement que ces fonds existent. Donc le jour où on va franchir l'étape d'accéder à ces fonds, on va compléter notre information sur les violences elles-mêmes. Et en particulier, on va pouvoir vérifier la localisation des escadrons donc de bouchers humains, c'est les termes qu'ils employaient, leur localisation. On les connaît, en fait, on en a déjà fait même une cartographie. Il s'agit maintenant de vérifier avec ces documents officiels comment ils étaient organisés en interne. Bon, j'étais un peu long sur les archives. Le dernier point des archives, il concerne tout ce qui émane des milieux arméniens. Alors, on va faire un distinguo dans les deux. Il y a d'abord les archives du patriarcat arménien de Constantinople. Malgré sa connotation religieuse, c'était quasiment une institution laïque. Et il y avait certes un patriarche à sa tête, mais les représentants arméniens laïcs en son sein étaient les véritables responsables du millet, donc de la nation arménienne, c'est les termes qu'on emploie à l'époque. Le patriarcat a été dissous en juillet 1916. Maintenant, on connaît assez bien les circonstances. La dissolution du patriarcat marque en quelque sorte la fin du processus génocidaire. Le patriarcat a été réinstitué à la fin de la guerre, après l'armistice de Moudros. Et la première chose que le patriarcat a fait, c'est d'organiser un bureau d'information.
à la tête duquel on a mis un juriste et un historien, Nourian et Alboyadjian, qui ont fait un travail considérable de documentation sur lequel on ne peut pas ne pas s'appuyer aujourd'hui. Alors, le terme arménien est ambigu quand on parle de ces fonds d'archives, car jusqu'en avril 1919, le patriarcat arménien a été partie civile au procès des responsables jeunes turcs et en partie des membres du comité central. Ça, c'est un élément capital. Et à ce titre, ils ont eu accès aux 270 ou 280 dossiers d'instruction des criminels qu'il était prévu de juger à cette époque. Ils ont eu non seulement accès à ces matériaux, mais ils ont obtenu des copies certifiées conformes de rapports d'officiers supérieurs, de généraux, de hauts fonctionnaires qui ont, surtout dans les premiers mois qui ont suivi l'armistice, ça a été le grand déballage, avant une reprise en main, on va dire, kémaliste. Et ces quelques semaines, on va dire, ou mois de liberté ont permis d'accumuler une masse de matériaux considérable. Télégrammes, etc. Au final, ce fonds d'archives, qui est constitué d'environ 30 000 documents, se trouve à présent conservé au patriarcat arménien de Jérusalem. Mais il s'agit des archives de Constantinople. Elles ont été en fait évacuées vers l'Europe dans un premier temps en novembre 1922, c'est-à-dire à quelques heures de l'entrée des troupes kémalistes à Istanbul. Elles ont été évacuées vers Manchester, puis Marseille et enfin Jérusalem. Elles sont restées très longtemps quasiment inaccessibles. Bon, il faut dire qu'il règne à Jérusalem une forte paranoïa en milieu arménien, et peut-être pas seulement en milieu arménien. Et ils ont une peur bleue de les montrer. Mais par chance, il y a un jeu de microfilm qui circulait, qui nous a permis de travailler décemment et tranquillement sur ces fonds qui ont eu une contribution considérable dans l'avancement de la recherche. Le dernier point, ce sont des témoignages de rescapés. Alors, je ne suis pas un spécialiste du témoignage. J'ai un collègue, Marc Nechanian, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Mais c'est en le lisant que j'ai mesuré à quel point il y avait controverse sur le statut de ces témoignages. Alors, disons qu'il y a une sorte de règle intérieure qui s'est instaurée concernant l'étude du génocide arménien, c'est de n'exploiter que des témoignages qui ont été collectés à chaud entre 1917 et 1920, c'est-à-dire entre l'arrivée des premières troupes britanniques dans les déserts en Palestine, disons, et en gros la fin de la guerre, pour éviter évidemment les pollutions propres un peu au vécu de chacune de ces victimes. Ces témoignages restent, à mon sens, absolument incontournables pour avoir un certain regard et sur certains faits liés en particulier à la micro-histoire. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous pouvez par exemple avoir une observation assez pointue et précise de ce qui se passe dans une préfecture grâce à des missionnaires ou des consuls ou des vice-consuls allemands ou américains. Mais quand vous pénétrez dans les convois de déportés qui sont expédiés vers le sud, vers les déserts de Syrie, vous êtes quasiment aveugle si vous ne disposez pas en fait de ces témoignages. Et par chance, il y a toujours eu au moins un ou deux rescapés au sein de ces convois qui avaient entre 2 et 5 000 personnes selon les régions, qui comprenaient entre 2 et 5 000 personnes. C'est grâce en fait à ces témoignages qu'on a pu reconstituer quasiment
point par point, tous les départs de convois avec les dates précises, le nombre de personnes, le nom des cadres, des cadres de gendarmes, c'est le terme qu'on emploie, qui encadrent ces convois, ou voir le nom des officiers qui dirigeaient les escadrons donc d'irréguliers de l'organisation spéciale et qui se sont chargés de liquider ces convois. Bon, j'ai été un petit peu long sur les archives et je vais être très bref. La dimension idéologique qui constitue évidemment un élément capital. On doit beaucoup de ce point de vue-là aux travaux de Şükrü Aniorlu, qui est un historien turco-américain qui travaille à l'université de Princeton et qui dispose des archives personnelles de quelques personnes clés du comité central jeune turc et en particulier du docteur Bahattin Şakir. Donc les travaux d'Aniorlu nous ont vraiment permis de dépasser le seul terme de darwinisme social qui caractérise l'idéologie jeune turque dominante. On a mis quelque chose de concret sur cet élément et sur ce parti totalitaire, raciste, inspiré en fait d'idéologie nationaliste dominante en Europe, dont ils se sont largement inspirés, qu'ils ont importé dans le cadre ottoman, avec l'obsession évidemment de l'État-nation, un peu sur le modèle français. Concernant la radicalisation du comité central jeune turc, ce sont indéniablement les travaux de Taner Akçam, donc notre collègue turc, mais établi dans la région de Boston, à l'université de Clark, qui ont constitué sûrement une étape fondamentale. Un autre aspect de la recherche concerne la géographie du génocide, de la micro-histoire, des études régionales. Il y a eu assez peu d'études régionales jusqu'à présent, mais c'est en train de se développer. Là, dans ce domaine, je pense que j'ai eu une contribution personnelle, peut-être pas trop négligeable, mais il y a des travaux, par exemple, d'un jeune historien néerlandais, Ururumit Hunguş, donc comme son nom l'indique, qui est originaire de Turquie, je crois, qui est Alevi, a une ascendance Alevi, ou les travaux de Bedros Dermatiossian, qui est à l'université de Nebraska, qui ont fait des études régionales, l'un sur la région de Diyarbakır, l'autre sur la région de Sevaz. Un aspect également qui a été révélé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la deuxième phase du génocide, c'est-à-dire la liquidation des 7 à 800 000 déportés qui sont réellement parvenus jusqu'au désert de Syrie et de Mésopotamie et qui ont été versés dans la vingtaine de camps de concentration qui avaient été établis dans cette région. Avec une leçon essentielle qu'on a tirée de ces premiers travaux, c'est que cette deuxième phase, elle montre qu'en fait, ces 7 à 800 000 personnes, il va en rééchapper 120 000 à peu près. Elles sont liquidées entre la fin mars 1916 et la fin de l'année, en gros, jusqu'à l'automne 1916. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement eu 6 mois où ces personnes qui étaient officiellement déportées là pour des raisons de sécurité ont réellement survécu et qu'une deuxième prise de décision pour les liquider a été prise probablement dans le courant de mars. Pour l'instant, nous ne disposons pas de matériaux sur cette deuxième prise de décision, alors que pour la première, on est assez bien équipé maintenant. Et on peut même dire, par exemple, qu'au sein des 9 membres du comité central jeune turc, 3 étaient hostiles à l'extermination et seulement favorables à la déportation. Ça, c'est un point clé. La dimension économique, c'est vraiment depuis 3 ans qu'il y a une progression assez remarquable. Ümit Üngur, encore une fois, un historien de Turquie, Mehmet Polatel, ont rassemblé
un corpus de matériaux assez remarquable. Ils ont travaillé, c'est tellement dense comme matériaux, ils ont travaillé plus spécialement sur la région d'Aintab, qui se situe donc en Cilicie, ça s'appelle Çukurova maintenant, et la région de Diyarbakır. Les premières leçons qu'on tire ne sont pas inintéressantes. On commence à comprendre la méthodologie qui a été utilisée pour capter les biens arméniens. Et une partie de cette méthodologie, par exemple, est d'épouser, entre guillemets, des veuves riches, en commençant par exterminer les mâles de cette famille. C'était une manière de procéder. Dans certains cas, quand il y avait des disputes entre les responsables locaux qui étaient tous candidats au mariage avec ces veuves, eh bien, on décidait de tuer la veuve, puisqu'on ne parvenait pas à se la partager, en quelque sorte. Sur la question controversée du rôle de l'Allemagne, il y a deux collègues qui ont fait du gros travail. Il y a Wacken Dadorian dans un premier temps, enfin un déblayage, mais de manière plus pointue, Hans Luca Kieser, un historien suisse, et un collègue allemand qui s'appelle Wolfgang Göst, qui a constitué un fonds d'archives assez remarquable. Je vais essayer d'être concis, mais donc c'est un peu dangereux, hein, c'est une tendance à la généralisation. Globalement, on peut dire que l'Allemagne était quasiment la seule puissance capable de stopper le bras des jeunes Turcs, et ne l'a pas fait. Sa responsabilité est essentiellement centrée autour de ça, même s'il y a eu, mais de manière, on va dire, occasionnelle, des interventions de cadres militaires allemands dans ces violences, et en particulier au sein de la 4e armée qui était sur le front de Palestine. Pour le contexte international et le contexte de guerre, qui ont longtemps été un petit peu le point d'ancrage de la recherche, les travaux d'Annette Becker et de Jay Winter nous ont pas mal fait avancer sur ce point. Mais il faut souligner aussi le remarquable travail d'un historien britannique qui s'appelle Donald Bloxham. Donc, vous voyez, on est sorti d'un cadre, d'un enfermement historiographique de quelques chercheurs arméniens pour rentrer maintenant. C'est devenu une sorte de discipline, et il doit y avoir 20 à 25 personnes qui sont sur le pont, quoi, et qui travaillent sous des angles très divers. Le droit. Bon, concernant le droit, je crois qu'on a ici Sévan Garibian. Elle a eu une contribution très importante sur le traitement de la question, de la catégorisation de ce type de violence à cette époque. Wacken Dadorian et Taner Akçam viennent de publier, bon, c'est plus historique, mais c'est lié au droit, un énorme volume en turc sur le procès des chefs jeunes turcs, et qui est vraiment essentiel, et qui pourrait même avoir des répercussions, je dirais, sur des questions de droit contemporaines, par exemple de pénalisation. Il y a enfin les études comparatistes, et là, en termes d'études comparatistes, il y a une contribution absolument essentielle d'Yves Ternon, qui a été le premier à mettre en évidence, on va dire, les points communs de ce type de violence, contexte de guerre, utilisation de paramilitaires, partis totalitaires. Il a été suivi un peu plus tard par Jacques Semelin, mais il en a clairement l'initiative. Il y a même un angle sociologique qui a été exploité par Michael Mann, un ancien professeur de l'université
du CLE assez intéressant, où il a fait un comparatisme donc assez classique, cas arménien, Shoah et Rwanda. Les derniers travaux concernent le sort des biens culturels. Et là, on est en plein chantier, on va dire. Mais il y a des perspectives assez prometteuses. Il y a tout d'abord le cadastre ottoman de l'époque ottomane qui a été numérisé, qui devait être rendu public en 2005, mais qui a été bloqué par le Conseil de sécurité, par un des membres du Conseil de sécurité, un militaire, évidemment pour qu'il ne soit pas rendu public. Ça permettrait en tout cas de franchir des caps en termes de connaissances. Il y a des initiatives privées d'organisations, comme l'organisation Terre et Culture. Il y a eu un programme européen qui a été développé assez récemment, qui s'appelle Armeniaka, pour recenser des archives d'archéologues ou d'architectes, principalement italiens et français, qui ont travaillé une 50aine d'années, en particulier sur le patrimoine arménien de Turquie, et qui ont constitué des corpus documentaires remarquables. D'autant plus remarquables que plusieurs centaines d'édifices qui ont été mesurés et étudiés dans les années 50 ou 60 sont maintenant totalement disparus et n'existent qu'à travers ce matériel photographique. Voilà, vous m'excusez pour la longueur. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup de cet exposé et qui nous montre très bien que ce n'est pas, comme certains le disent, qu'un problème de mémoire, c'est un problème d'histoire. Et que les travaux scientifiques que vous nous avez rapportés, qui n'écartent pas complètement la mémoire, loin de là, sont à mon avis très, très bons pour commencer le débat que nous allons avoir aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui nous allons parler des rapports de cette histoire avec la loi, avec la mémoire, etc. Et nous allons continuer par un exposé, je ne sais pas lequel va parler, de Gilles Manceron et d'Emmanuel Naquet. Oui, c'est moi qui parle le premier et Gilles interviendra pour préciser des choses en conclusion de cette communication. Alors c'est une communication qui n'est pas évidente parce que c'est un retour sur l'histoire que j'ai voulu faire en distinguant bien histoire et mémoire. Et en travaillant en fait en amont, enfin en aval et en amont de l'affaire Dreyfus, par rapport à ce modèle d'engagement, qu'est cette affaire, et en me plaçant en quelque sorte sous le patronage d'Émile Zola, justice mais aussi vérité. Dans mes travaux, en fait, dans ma thèse sur la Ligue des droits de l'homme, j'avais assez peu creusé, et donc j'ai repris le dossier de la question des massacres de 1894, 95, 16, et puis du génocide de 1915, pour voir ce que, en fait, ces Dreyfusards qu'on retrouve dans cette structure qu'est la Ligue des droits de l'homme, à partir de 1898, font, parlent, etc., à propos de ces 2 moments, et même 3 moments de massacre qu'on verra. L'affaire Dreyfus, elle est souvent présentée à juste titre, car elle l'a été originellement et fondamentalement comme une affaire individuelle, celle d'un capitaine, Alfred Dreyfus, illégalement, injustement condamné. Et les travaux de Vincent Duclerc ont fortement montré que cette affaire était un crime d'État, largement, crime d'un État, crime d'instrument d'un État, visant une personne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la distinction qu'il fait entre Dreyfusards et Dreyfusistes, eh bien, il montre bien que un certain nombre de ces intellectuels, pas uniquement d'ailleurs des intellectuels, qui ont fait de ce modèle d'engagement un paradigme, vont aussi s'inscrire dans une logique de défense, pas uniquement des individus, mais aussi des peuples sans État, des peuples opprimés et des minorités. Donc de passer d'une cause individuelle à des causes collectives. Cette communication, en fait, nous allons l'organiser autour de quelques figures très limitées, quelques réseaux, notamment la Ligue des droits de l'homme. Et donc, comme je l'ai dit, sur un espace-temps, sur plusieurs espaces-temps assez courts, en fait, 94-96, donc avant la fondation de la Ligue des droits de l'homme, qui est fondée en 1898, et autour du génocide 1915-1916.
Donc c'est une communication qu'il faudrait compléter, qu'il faudrait reprendre en travaillant sur d'autres figures, sur d'autres structures. Je pense notamment à la figure de Victor Bérard, qui n'est pas assez étudié, un helléniste important, défenseur de la cause arménienne. Nous allons travailler autour de 4 temps. D'abord, la question de l'extrapolation de la cause, de cette cause de l'affaire Dreyfus. J'ai évoqué à l'instant le droit des peuples sans État, les droits des peuples sans État, des peuples opprimés, etc. La question des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est une question qui existe, qui préexiste au message des 14 points, dit des 14 points du président Wilson. On a toute une série de structures qui pensent ces droits des peuples, mais qui pensent plus largement à un droit de la guerre avant 14-18. Beaucoup d'études ont travaillé cette problématique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que avant même la guerre de 14-18, avant même la fin du XIXe siècle, on a des figures qui cristallisent en quelque sorte ce pacifisme et des figures qu'on retrouve à l'intérieur de la Ligue des droits de l'homme. Je pense à Frédéric Passy et à Paul Passy, son fils. Je pense à Théodore Ruijsen, à Lucien Le Foyer, par exemple. Et donc des figures qui passe de la problématique d'une éducation à la paix, du désarmement matériel et moral, de l'arbitrage entre les nations, de l'exigence de transparence et de contrôle démocratique, toute une série de thématiques en fait que la Ligue des droits de l'homme va reprendre à son compte, et qui donc dépasse ces thématiques pour dépasser la déclaration de 1789. C'est-à-dire de poser comme postulat que la déclaration de 1789, qui est vraiment le texte essentiel pour les droits de l'homme en 1898, elle ne prend en compte celle de 1793 que quelques années plus tard, eh bien, cette déclaration de 1789 doit être la charte de nos relations internationales, car il faut aussi condamner tous les crimes de lèse-humanité. Donc ça, c'est une formule assez importante qui est reprise dès les premiers mois de l'existence de la Ligue des droits de l'homme. Donc ces Dreyfusards cristallisés à partir de 1898, structurés en quelque sorte dans cette association, appréhendent les droits de l'homme hors du cadre national. Dès l'été 1899, le premier président de la Ligue, Ludovic Trarieux, se rend en Finlande et intervient en faveur des libertés finlandaises, donc contre la toute-puissance de l'Empire de Russie. Autre exemple, la défense des bourgs, ou des beurs comme vous voulez. Donc là aussi, on a une prise de position très nette de la Ligue des droits de l'homme qui considère qu'au nom des droits des plus faibles, de leur reconnaissance, il y a une guerre impérialiste menée par le Royaume-Uni contre des peuples qui peuvent s'autodéterminer. Il y a une formule du linguiste Louis Havet, qui est un des Dreyfusards importants, un des fondateurs des droits de l'homme, qui rappelle, je le cite, « La déclaration, donc de 89, comporte en son esprit des principes d'une portée internationale, la résistance à l'oppression étant de cela. » Et Ludovic Trarieux complète en fait cette formule en disant « Si la déclaration ne définit que les conditions de la liberté individuelle, elle s'applique par identité de raison à la vie sociale des collectivités. » Alors, qu'en est-il de la connaissance par ces Dreyfusards des massacres de 1895-96 ? Il y a d'abord un point important, ce sont les campagnes d'Anatole France, qui fut un des premiers en fait à révéler ces massacres aux côtés du critique littéraire Tchobanian. Selon Marie-Claire Bancard, la spécialiste d'Anatole France, c'est une des premières fois qu'il se jette véritablement dans la mêlée. Il y a son grand discours de 9 mars 1897 qui est important. Mais il ne faudrait pas oublier aussi le rôle de Jean Jaurès, donc, et notamment le discours de Jean Jaurès que Vincent Duclerc a publié en 1896. Et dans ces figures importantes, il y a une figure, j'ai évoqué tout à l'heure Victor Bérard, il y a une autre figure assez oubliée qui est Arthur Giry, mais qui meurt très tôt et qui n'est pas là en fait pour... Peut-être il meurt en 1899, donc archiviste, paléographe, et puis surtout Pierre Quillard, qui représente certainement le type le plus accompli de l'intellectuel Dreyfusard. Il parle du sultan rouge comme du grand seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R. Pierre Quillard, il ne dénonce pas uniquement les exécutions, les massacres, mais aussi tout ce qui tourne autour. Donc il a une vision très large de ces massacres, absence de liberté de circulation, viol, rapt, pillage,
etc. Et il pointe aussi les criminels, en fait, ce qui est la diplomatie, notamment de Gabriel Hanotaux. Il parle d'hypocrisie diplomatique, il parle de silence de la presse. Bon, il faut dire qu'il est renseigné, puisqu'il a longtemps séjourné à Istanbul, comme professeur au collège d'Arménien de Péra et de Galata également, et qu'il a écrit, il a été l'envoyé spécial de l'illustration. Donc il peut aussi s'appuyer sur un réseau, et l'importance du réseau est vraiment réelle, on va le voir. La Revue de Paris, Page Libre, les Cahiers de la Quinzaine, donc le texte que reprend Peggy du dossier que lui propose Pierre Quillard. À la Bibliothèque Nubar, il y a un dossier sur Pierre Quillard qui est assez intéressant, qui montre en fait toute une série de coupures de presse, des discours des brouillons de ses discours également, des pétitions originales. On voit donc vraiment qu'il fonctionne en réseau. Et autour de ce réseau, au centre de ce réseau, il y a cette revue Pro-Armenia qui est extrêmement importante. Il faut rappeler ce comité de patronage de cette revue, donc assez prestigieux, qui fait côtoyer, même après leur séparation, Jaurès et Clémenceau, par exemple, mais aussi Anatole France, Francis de Pressensé, Victor Bérard, et puis le philosophe russe Edmond de Roberti. Donc une revue qui joue un rôle central, et qui joue un rôle central aussi autour d'une personnalité, avec une personnalité qui est le socialiste Jean Longuet. Il y a certainement des ponts internationaux qui ont été mis en avant par Jean Longuet, qui ont été utilisés par Jean Longuet. Gilles Candard, dans la publication de sa thèse, le montre bien. Alors, on a aussi un comité de soutien qui est extrêmement varié. Je parlais à l'instant de la coexistence possible dans ce comité de patronage de Clémenceau et de Jaurès et de Pressensé après leur séparation. Mais on trouve aussi Albert Vandal, Bernard Lazare, Marcel Samba, l'abbé Lemire, Albert Demain, Ernest Lavisse. Et pas uniquement d'ailleurs des Dreyfusards. On a aussi des anti-Dreyfusards qui sont là pour soutenir la question arménienne. J'ai parlé de réseau, on a aussi des liens avec un certain nombre de comités qui se sont créés, au-delà de la Ligue des droits de l'homme, le comité Violet, ou l'association La Paix par le droit, par exemple. Pro-Armenia est prolongé par d'autres revues, donc je ne vais pas y revenir, peut-être que Gilles en parlera un petit peu. La Revue Blanche, par exemple, joue aussi un rôle, donc un certain nombre d'articles importants qui, avant 1898, ont été signés sur cette question, avec donc un rôle important de Bernard Lazare. Ce moment, c'est des moments aussi d'éveil. Il y a une figure que je n'ai pas évoquée, c'est la figure de Francis de Pressensé. Je l'ai évoqué très rapidement. Francis de Pressensé, qui a fait un séjour à Constantinople, qui a commencé sa carrière comme diplomate avant d'être journaliste, a été amené à la question arménienne par l'affaire Dreyfus. Oui, il a une trajectoire qui est différente de celle de Quillard, qui passe d'abord évidemment par la question arménienne et qui devient Dreyfusard, alors que Francis de Pressensé a une vision très géopolitique en quelque sorte des relations nationales et s'intéresse véritablement aux droits des peuples après l'affaire Dreyfus, comme si l'affaire Dreyfus l'avait amené d'une affaire aux droits des peuples. Alors, qu'en est-il de cette association des droits de l'homme en ce début du siècle par rapport à la question arménienne, par rapport au massacre de 1894-96 ? Elle joue un rôle ne serait-ce que de relais, de délégation, d'amplification. Francis de Pressensé, son deuxième président, se rend plusieurs fois aux congrès arménophiles qui sont tenus. Et on a un certain nombre de personnalités qui sont très actifs. Donc, je pense à Arthur Fontaine, à Michel Bréal, à Ferdinand Bruno, à Charles Gide, etc. J'ai déjà évoqué Louis Havet, Paul Guiès, etc. C'est assez amusant dans le dossier qu'on conservait à la bibliothèque. On a toute une série de pétitions originales
lancé par Pierre Quillard. Et on voit qu'il fonctionne en réseau et on a une pétition exclusivement des membres du comité central de la Ligue. Donc on voit en fait qu'il y a certainement un soir de réunion du comité central, il obtient la signature des présents pour soutenir son combat. Alors, la Ligue se saisit plusieurs fois, la Ligue des droits de l'homme se saisit plusieurs fois du dossier arménien, notamment à son congrès de 1904, où elle demande l'application du traité de Berlin, qui permet, vous savez, à minima, en quelque sorte, une autonomie, donc en tout cas des avancées, des réformes administratives et fiscales. Mais on voit qu'il y a aussi des différences d'appréciation. Par exemple, Francis de Pressensé, qui pourtant a beaucoup évolué, signale la crainte de nouveaux massacres. Nous sommes en 1904, il parle des massacres 10 ans avant, mais il a peur de nouveaux massacres. Mais il considère qu'il faut que l'Europe agisse par les puissances, alors que par exemple un autre ligueur, un autre Dreyfusard aussi, Lucien Le Foyer, pose de manière beaucoup plus forte un droit imprescriptible des peuples à disposer librement d'eux-mêmes. Il parle d'esclavage collectif. Il dit que si la République et la France a aboli l'esclavage individuel, il faut aussi qu'il y ait une abolition de l'esclavage collectif. En n'étendant pas uniquement d'ailleurs à la question arménienne. Il y en a toujours une vision universaliste, donc au-delà de la question arménienne, d'autres peuples sont aussi concernés. Alors qu'en est-il de la Grande Guerre et du génocide ? Il faut d'abord préciser que au moment où la guerre de 14-18 éclate, la Ligue est elle-même touchée par ce conflit. Donc c'est une grosse association, 50 000 membres en 1914. Elle est touchée et elle participe, comme beaucoup d'associations, à l'Union sacrée, à l'effort de guerre. Donc ces urgences sont d'abord des urgences de pérennité de l'association, c'est-à-dire urgence matérielle pour elle-même et urgence matérielle aussi dans cette France occupée. Donc elle s'occupe des allocations militaires, des pensions pour les veuves et les orphelins, de la cherté des loyers, des questions politiques liées à cette République en guerre, la censure, la propagande, l'interdiction des réunions, la question des pouvoirs du Parlement et même de la conduite de la guerre. Donc on le voit très nettement. Mais elle se pose tout de suite dans une perspective d'après-guerre, c'est-à-dire projet de société des nations, création avec la Ligue allemande des droits de l'homme de la future FIDH, qui est posée pendant la guerre de 14-18, donc avec même l'idée proposée par Victor Bach, le troisième président de la Ligue des droits de l'homme, de changer le nom de l'association, puisqu'il a proposé, ça n'a pas été acté par le Congrès, qu'elle devienne la Ligue des droits de l'homme et des nations. Donc on voit bien la perception qu'elle a des enjeux nationaux, des nationalités comme on dit à l'époque. Alors qu'en est-il de génocide arménien ? À partir d'avril 1915, donc jusqu'en juillet 1916, 1 200 000 morts, c'est ça à peu près. Ce que je dirais, c'est que d'abord, en 1915, un certain nombre de grands Dreyfusards porteurs de la question arménienne ne sont plus là. Bernard Lazare n'est plus là, Pierre Quillard n'est plus là, Jean Jaurès n'est plus là, Francis de Pressensé non plus. Deuxième élément qu'il faudrait certainement creuser, c'est le changement de régime à la tête de l'Empire ottoman. La question du régime jeune turc. Des Dreyfusards, ou en tout cas des éclairés comme Jean Longuet, dont on a vu le rôle à Proie-Arménia, sont plutôt favorables à partir de 1908 à ce régime jeune turc, en voyant une possibilité d'évolution de l'Empire ottoman en interne en quelque sorte. Donc c'est des éléments qu'il faudrait prolonger. Cela dit, se concentrer de Dreyfusards et de républicains, de démocrates qui est les droits de l'homme, dans son appréhension des problèmes des nationalités, évoque la question arménienne. Je pense à un rapport important, un long texte de Théodore Huyssen en 1915, à la fin de la 1915, où il évoque clairement la volonté de la Russie d'achever la conquête de l'Arménie. Alors, la question du génocide en tant que tel, elle est évoquée en fait à deux moments, mais se pose à mon avis la question du degré de connaissance
de ces hommes en 1915-1916. Alors si certains, comme Marcel Cachin par exemple, vont interpeller les politiques, Marcel Cachin qui en 1918 entre au comité central des droits de l'homme, si d'autres, comme Jean Longuet pour le coup, interpellent aussi par la presse, notamment par le biais de l'Humanité, l'opinion publique, les droits de l'homme s'associent en fait. Elle n'est pas centrale dans la dénonciation du génocide, elle s'associe à d'autres structures et notamment au comité franco-arménien qui se met en place avec, en quelque sorte, un positionnement par ces figures, par ces intellectuels. On voit ainsi Charles Seignobos, Anatole France, Ferdinand Buisson, André Ferdinand Hérol, Aline Ménard-Dorian, un rôle, c'est encore une figure importante, qui agissent dans ces comités franco-arméniens. Et puis, le 23 octobre 1915, une lettre importante du président de la Ligue, Ferdinand Buisson, au président des États-Unis, à Wilson, pour lui demander d'intervenir, que les États-Unis interviennent. Avec une réponse d'ailleurs un peu tardive, il met 1 mois et demi à répondre, Wilson, qui dit oui, on essaye de limiter les déportations, etc. Elle mériterait d'être publiée, cette lettre, cette réponse aussi. Donc évidemment, le mot génocide, puisque n'est pas là, évidemment, mais il y a quand même une attention, et une attention plus générale à ces nationalités. Pour montrer la question du degré de connaissance qui, à mon avis, est importante, la LDH reçoit un Arménien à l'une de son comité central et qui lui dit finalement, peut-être qu'il n'y a pas autant de morts qu'on pense. Donc même la question dès 1916, l'appréhension de ces massacres n'est pas évidente. La Ligue se pose plutôt des questions de principe. C'est-à-dire que, par exemple, en 1916, lors de son congrès, une des résolutions reprend l'idée que l'Arménie, devra choisir en toute liberté le régime qui lui plaît, fédération, autonomie ou indépendance. Donc l'idée qu'il faut aller plus loin. Le congrès de 1917 reprend ces éléments, notamment dans le cadre de son rapport moral, et notamment du rapport moral du secrétaire général, Henri Guernu, qui affirme qu'indigènes de l'Afrique du Nord, de toutes nos colonies, Irlandais, Égyptiens, Hindous, Polonais, Arméniens, Finlandais, Juifs de tous les pays, tous sont accueillis, écoutés, réconfortés à la Ligue. Et il ajoute, dans la mesure que les circonstances le permettent, nous soutenons toujours leurs revendications légitimes. Alors, ça n'empêche pas la Ligue d'être sollicitée. Quelques mois après, l'archiprêtre des Arméniens de Paris envoie une adresse au congrès de la Ligue, au début de 1918, c'est publié au début de 1918, il dit il conjure la Ligue, les Arméniens conjurent la Ligue de demander aux puissances alliées la libération d'un peuple martyr sous le joug de la plus cruelle barbarie, ajoutant la Ligue des droits de l'homme qui a été fondée pour la défense des principes les plus sacrés de l'humanité et dont la voix ne s'est jamais fait entendre que contre l'injustice et l'oppression, le demandera au nom même des droits de l'homme qui sont aussi les droits des peuples. Donc on voit bien qu'il y a un dialogue qui s'effectue autour de la question de ces droits des peuples et ces droits de l'homme. Dernière chose pour évoquer la question du degré de connaissance, moi qui m'a vraiment interpellé, c'est par exemple la demande de la Ligue des droits de l'homme que la Croix-Rouge puisse se rendre en Arménie au moment du génocide. Elle fait pression auprès des autorités suisses, par exemple, pour que la Croix-Rouge puisse s'y rendre. Elle fait pression auprès des autorités espagnoles. Donc j'ai évoqué tout à l'heure aussi la lettre de Ferdinand Buisson au président des États-Unis. Et c'est pourquoi, finalement, au lendemain de la signature du traité de Versailles, Bogos Nubar Pacha remercie le président d'alors, Ferdinand Buisson, pour son soutien à notre cause. Il ajoute il a fait appel non pas seulement à la pitié des puissances, mais à leur esprit de justice en établissant les titres que les Arméniens ont acquis à leur libération et à leur indépendance. Donc reconnaissant aussi, d'une certaine manière, reconnaissant aux deux sens du terme, à l'égard de la Ligue des droits de l'homme pour son action à mesurer, mais toujours cette question du degré qui savait quoi, en quelque sorte. Et je crois que Gilles voudrait intervenir sur cette question notamment.
Oui, enfin, juste pour très brièvement, parce que Emmanuel a dit l'essentiel, revenir sur cet engagement des Dreyfusards, et tout particulièrement d'un certain nombre d'entre eux, pour essayer d'alerter sur les massacres d'Arméniens dans l'Empire ottoman, et sur le caractère universaliste de cet engagement, en revenant très très brièvement sur justement le rôle de personnalités comme Pierre Quillard, comme Clémenceau, comme Anatole France et aussi Bernard Lazare. Alors, Quillard, Emmanuel l'a évoqué, hein, c'est sa connaissance dans les années 1890 de la question arménienne dans l'Empire ottoman, puisqu'il était enseignant à Istanbul, qui lui permet de s'engager très vite sur la question. Quillard le fait dans une perspective tout à fait humaniste et universaliste. Il s'engagera, par exemple, il sera à l'origine donc de la publication Pro Armenia, hein, qui commence à apparaître en novembre 1900, et il s'engagera de la même façon en 1911 contre l'intervention italienne en Turquie, avec donc la tentative de démembrement de la Turquie qui aboutira au partage du traité de Sèvres, si je puis dire. Donc, il le fait dans une perspective en vertu de principes comme il vient de l'être rappelé, de droit universel et de droit des nations. Georges Clémenceau, oui, il préface le livre Les massacres d'Arménie, témoignages des victimes de Anchag Tchobanian, qui paraît au Mercure de France en 1896. Donc, hein, il le préface, et dans sa préface, mais il prend à partie les diplomaties occidentales et françaises en particulier. Je ne sais quelle considération d'imbécile diplomatie les oblige, disent-ils, à ménager le sultan, écrit-il, hein, 1896. Et donc, il les invite à prendre dès à présent les mesures nécessaires pour que nous ne soyons plus exposés à revoir les scènes hideuses que l'Europe bientôt ne voudra ni ne pourra tolérer plus longtemps. Bon. Quand on sait ce qui s'est passé ensuite en Europe, ça permet de réfléchir à tout ça. C'est-à-dire que ces Dreyfusards alertent sur le problème de l'Arménie en disant il ne faut pas que ça continue contre des Arméniens, et ils alertent fin des années 90 du 19e siècle pour que ça ne se perpétue pas, et ils alertent pour que ça ne se reproduise pas ailleurs. Et ils alertent dans une perspective universaliste. Anatole France, par exemple, dit qu'il s'intéresse au sort des Arméniens, non pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils sont des hommes. Bon. Et il met en garde aussi contre la soi-disant prudence des diplomaties. La prudence n'est pas de taire ni de nier les massacres. La prudence n'est pas d'autoriser le crime par un lâche silence. La lâcheté n'est jamais sage. Donc, c'est ce qu'écrit Anatole France en 1903. Hein. Ce n'est pas écrit à propos de la conférence de Munich 30 ans plus tard, mais c'est écrit à propos de ces massacres en Arménie. Bon. Donc, ils alertent sur ce que cela peut entraîner, perpétuer. C'est le cas aussi de Bernard Lazare, hein, de Bernard Lazare qui écrit donc dans Pro Armenia, et qui a notamment un article incendiaire en janvier 1902 dans Pro Armenia, numéro 4, à propos de la position prise par le congrès sioniste de Bâle, dans son article intitulé « Le congrès sioniste et le sultan », puisque Herzl avait envoyé au sultan Abdulhamid II un télégramme où il était dit le Congrès priait votre Excellence de déposer au pied du trône impérial les hommages d'un dévouement profond et de la reconnaissance qu'éprouvent tous les Juifs pour la bienveillance à eux toujours témoignée par Sa Majesté impériale le Sultan, etc. Donc il réagit
de manière incendiaire dans Pro-Arménia, les représentants ou ceux qui se disent tels du plus vieux des peuples persécutés, ceux dont on ne peut écrire l'histoire qu'avec du sang, envoient leur salut au pire des assassins. Et ça continue sur ce mode-là. Bon. Donc lui, il est en tant que Dreyfusard universaliste, qui défendait le capitaine Dreyfus parce qu'il était victime d'une injustice et non pas en raison de telle ou telle appartenance, eh bien, il est scandalisé par cette position. Et c'est une position qui s'est exprimée en de multiples, mais je ne vais pas développer de points, ce n'est pas notre sujet. Donc, ils réagissent. Ainsi, Lazare, Blum qualifiera dans Souvenir sur l'affaire Bernard Lazare, justement, de partisan du droit commun. En somme, dans l'action, dans la politique, il était partisan du droit commun dans l'affaire Dreyfus, droit commun dans l'affaire Congrégation, droit commun pour Dreyfus, droit commun contre l'égrégation, il était essentiellement pour la justice. Voilà. Donc c'est ça qui définit finalement l'engagement de ces hommes. Il demande aux chrétiens qui soutiennent les Arméniens, les chrétiens de France, de soutenir aussi les Juifs victimes en Roumanie de massacres commis par les chrétiens de pogrom. Et il a notamment aussi, toujours dans Pro-Arménia, une lettre qu'il adresse à Anatole Leroy-Beaulieu, qui était un des porte-parole de l'idée coloniale à l'époque, qui est intéressante aussi par rapport à l'universalisme dont elle témoigne. J'ai toujours été de ceux qui ont protesté contre l'oppression subie par l'Arménie et qui ont réprouvé les massacres, parce que Leroy-Beaulieu, au nom justement des massacres subis par un peuple chrétien de la part de musulmans, prenait position. À côté de Jaurès, de Pressensé, j'ai pris part au congrès de Bruxelles en faveur des Arméniens. La barbarie turque ou musulmane, comme on a trop tendance à l'écrire, il ne veut pas donc que l'on l'étiquette ainsi, vis-à-vis de la Turquie ou des musulmans. La barbarie turque ou musulmane, donc, a toujours trouvé en moi un adversaire déterminé, mais je ne voudrais pas qu'elle servît à faire oublier la barbarie chrétienne. Or, c'est ce qui arrive, et il n'en peut être autrement, puisqu'à vos côtés, je trouve ces nationalistes qui hier applaudissaient quand on insultait les Juifs dans les rues de Paris, quand on les massacrait ou qu'on fouettait publiquement leurs femmes sur les places d'Alger. Ces coloniaux qui ont approuvé la création des tribunaux répressifs oppresseurs des Arabes algériens, qui acceptent la spoliation des Kanaks par les colons, celle des Tonkinois par les missionnaires. Alors vous voyez qu'il était vraiment dans une perspective de défense des droits des peuples et de défense donc des droits universels. Simplement par rapport à ce qu'ils essayent d'alerter dans l'opinion, par rapport au risque de ce que l'ignorance et l'indifférence vis-à-vis de ces massacres n'en provoquent d'autres, ne puissent qu'en déboucher sur d'autres, eh bien, il y a cet écho lointain. On a évoqué, Raymond Kevorkian a parlé de l'implication de l'armée allemande auprès de l'armée turque au moment des massacres de 1915, de militaires allemands, mais le 22 août 1939, quelques jours avant l'invasion de la Pologne, Adolf Hitler s'adresse au chef de l'armée allemande et il lance cette phrase « mais qui se souvient encore des massacres des Arméniens ». La lettre de Bernard Lazare, j'ai noté 1902-1904 à propos du congrès de l'initiative de Herzl. Alors, elle est dans Pro-Arménia 1902. Pro-Arménia 1902. C'est le numéro 4 de la revue Pro-Arménia. Et on peut la trouver, cette lettre ? Oui, elle est accessible. La collection de Pro-Arménia, elle est accessible à la bibliothèque du Bar et puis à la BNF, pour filmer. Merci. Pourquoi l'Allemagne était le seul pays qui aurait pu intervenir pour éviter le génocide ? Très brièvement, en entrant en guerre aux côtés de l'Allemagne, en fait, l'Empire ottoman moribond a acquis une sorte de statut de puissance. Et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire des prêts colossaux d'or de l'Allemagne à la Turquie, une logistique donc en termes d'armes modernes livrées par les grandes compagnies allemandes.
Et donc, je l'ai dit très rapidement en parlant des archives militaires, l'état-major en fait ottoman, hein, pour l'ensemble du front du Caucase et de Palestine, il est quasiment aux mains d'officiers allemands, d'officiers supérieurs allemands. Et l'ambassadeur Wangenheim, à tout moment, il pouvait leur imposer quasiment sa loi. Voilà. Dans les textes que vous avez cités sur la période du génocide, on a l'impression qu'il n'y a jamais de prise de conscience que par rapport au massacre de 1994, l'échelle a changé, le but a changé, et j'allais dire la réussite de l'opération crée des conditions totalement différentes, alors que c'était un peu présent dans les milieux diplomatiques, puisqu'il y a eu l'interpellation de la Grande-Bretagne et de la France par rapport à la Turquie. Enfin, on a l'impression que les gens de la Ligue continuent à défendre les Arméniens, mais comme ils le faisaient en 94-15, sans voir qu'il y a quelque chose de différent. Mais est-ce qu'ils pouvaient en fait, hein, c'est ça, hein, donc voilà. Je pense que c'est vraiment ce que j'évoquais, le degré de connaissance. Parce que même comme Marcel Cachin interpelle la Commission des Affaires étrangères, les informations françaises sont assez limitées. Hein. Les informations officielles françaises sont assez limitées. Hein, donc peut-être qu'aussi, par rapport à votre question, peut-être qu'il y a la reprise d'un schéma, c'est-à-dire, voilà, c'est comme en 1894-96, en 1909 aussi, hein, donc il y a eu des massacres. Et donc, la récurrence fait qu'on continue à les analyser de la même manière. Mais je pense que par rapport à ce qu'évoquait Gilles, même par rapport au génocide juif, je veux dire, il y a la question de l'ampleur et de la systématisation, elle n'est pas perçue tout de suite. Hein. Je voudrais revenir sur l'Allemagne, qui a été évoquée par monsieur, et une question à Raymond Kevorkian. J'ai le vague souvenir d'avoir lu dans Paul Duveyou et La Passion de la Cilicie que l'Allemagne enseignait la technique des massacres. Mais précisément. Alors, je l'ai lu, est-ce que c'est vrai? Bon, alors, en fait, ça relève même plus de l'historiographie des représentations et de la propagande en période de guerre. Il y a des gens qui ont étudié ça. L'image de l'Allemagne dans la presse française, évidemment, pendant la guerre, on exploite le cas arménien pour alimenter en quelque sorte le nationalisme ambiant, le patriotisme, etc. D'accord. Je crois qu'il faut le voir sous cet angle-là. D'accord.